Paris, New York, Londres, changement d'air, les bureaux face à une nouvelle réalité. C'est sous ce titre que la semaine dernière, Cushman & Wakefield, leader mondial de l'immobilier d'entreprise, a présenté son étude sur les nouvelles réalités qui façonnent les marchés de bureaux de Paris, New York et Londres dans un contexte de transformation globale. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour évoquer cette étude, nous sommes avec Olivier Taupin, directeur France de l'agence Bureau et Logistique chez Cushman & Wakefield. Il nous explique dans un premier temps comment les entreprises peuvent mieux équilibrer flexibilité et collaboration dans le cadre du travail hybride. Olivier Taupin. Bien, c'est une excellente question à laquelle toutes les entreprises sont confrontées et elles y répondent différemment. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, en tous les cas pour la France, c'est que le télétravail est une réalité à laquelle nous allons devoir faire face durablement et avec un objectif quand même de plus en plus prégnant pour les entreprises, c'est d'accueillir les salariés dans de très bonnes conditions. Donc c'est faire sans doute un peu moins de bureaux, mais mieux de bureaux, parce qu'il va falloir les convaincre, ces salariés, de revenir au bureau et de revenir pour y travailler et s'y sentir bien et être productif. Donc vraiment, je pense que le leitmotiv des entreprises aujourd'hui, c'est comment adapter mon immobilier pour pouvoir recevoir mes salariés dans d'excellentes conditions. Ce retour au bureau, il est vraiment réel. Aujourd'hui, on dit qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est en train de se passer. À Londres également, peut-être. En France, ça suit le mouvement. Alors en fait, quand vous regardez, les problématiques sont pas du tout les mêmes, la culture n'est pas la même, et quand vous regardez les taux de vacances, je vais vous donner un exemple très concret. Paris QCA, taux de vacances 2,5%, Manhattan, Midtown, taux de vacances 24%. Donc les enjeux sont pas du tout les mêmes. Je pense que le télétravail a été très 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 largement adopté aux États-Unis et que le retour au bureau est une nécessité pour les entreprises outre-Atlantique, ce qui n'est pas tout à fait notre cas aujourd'hui, et les enjeux sont pas non plus les mêmes, puisque aujourd'hui en France, le télétravail concerne beaucoup d'entreprises, mais avec un maximum de jours télétravaillés, autour de 2 ou 3 jours. On est très loin du full remote ou des 4 ou 5 ou des 4 jours de télétravail par semaine. Pour revenir sur le travail que vous avez effectué en tant que leader du marché chez Cushman & Wakefield, quelles sont les clés pour maintenir des taux de vacances bas dans des quartiers d'affaires comme le quartier central des affaires de Paris, justement? Alors, est-ce que maintenir des taux de vacances bas, c'est une fin en soi et un objectif? Je ne suis pas sûr, puisque évidemment, ça a comme finalité d'avoir des loyers qui augmentent fortement, de gripper un peu le marché aussi, et donc peut-être un peu moins de transactions. Donc je ne suis pas sûr que le taux de vacances bas ce soit une bonne solution. D'ailleurs, on va le voir dans les 2 prochaines années. Les livraisons d'immeubles attendues en Île-de-France sont pour 50% dans Paris et aussi dans Paris QCA. Donc ça va être intéressant de voir comment le marché va réagir à ces nouvelles livraisons d'immeubles. Mais avoir un taux de vacances de 2,5% est pas une chose souhaitable non plus. On estime qu'un marché à l'équilibre, c'est plutôt aux alentours de 6-7% de vacances. On est donc très loin dans le QCA, ce qui amène des tensions et des clients déçus, ce qui n'est pas forcément une bonne chose ni pour les uns ni pour les autres. Pour rester sur le taux de vacances, quelles sont les conséquences justement d'un taux de vacances plus élevé dans des zones comme la Défense, évidemment, parce qu'on y pense tous à la Défense, sur les stratégies d'investissement et de développement immobilier, c'est quoi les conséquences? Alors, les conséquences, vous savez, le marché de l'immobilier répond à une loi assez simple qui est l'offre et la demande. Et pour équilibrer l'offre à la demande, bien évidemment, il y a la variable loyer qui rentre en jeu. La Défense, même si elle est très fortement décriée, a des très très bons fondamentaux, puisque c'est le premier quartier d'affaires européen avec plus de 3 millions de mètres carrés. C'est un endroit extrêmement bien desservi par les transports en commun, y compris par les mobilités douces. Paris La Défense fait un travail formidable pour améliorer l'environnement des utilisateurs sur ce secteur, mais n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, avec plus de 15% de taux de vacances, ça pose question. Ce que ont fait les investisseurs, très clairement, ils ont revu leurs prétentions à la baisse, ouvert à la division des tours qui au départ n'était pas forcément divisible, ce qui a permis d'ailleurs un appel d'air, puisque l'année dernière la Défense a réalisé un nombre de transactions, alors pas en volume mais en nombre, record, ce qui prouve bien que la Défense attire des petites et moyennes entreprises, alors que précédemment c'était plutôt le lieu des grands mouvements et des grandes entreprises. Là aujourd'hui on voit que
il y a un relais de croissance sur ce qu'on appelle dans notre jargon le mid-market, et c'est très bien comme ça. Après, ça, effectivement, on est sur des valeurs locatives assez attaquées et surtout des mesures d'accompagnement qui atteignent des taux très importants, au-delà des 30 ou 35%. Vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier, c'est à Paris aujourd'hui que Paris, au niveau attractivité, c'est vraiment Paris aujourd'hui, le centre de Paris qui. Alors oui, et alors ça a fait. Enfin, on l'a beaucoup lu dans la presse. Intuitivement, c'est ce qu'on ressentait, mais quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, pour la première fois, Paris recueille plus de 50% des volumes de transactions, ce qui est assez exceptionnel et ce qui n'est pas arrivé de mémoire d'agents immobiliers. Donc plus de 50% en volume de transactions Paris, c'est vraiment un signe que les grandes entreprises et les entreprises tout court d'ailleurs recherchent de la centralité et privilégient Paris aujourd'hui au détriment des premières couronnes. Paris privilégié en termes d'implantation de bureaux au détriment des premières couronnes aujourd'hui. Le bureau lui-même subit depuis plusieurs années maintenant des transformations. Quel type d'aménagement ou d'innovation ont été mis en place dans les bureaux pour répondre aux nouvelles attentes des employés? Olivier Topin nous explique. Alors, je pense que le secteur de l'hôtellerie de luxe, nous inspire beaucoup. Les codes de l'hôtellerie sont repris dans beaucoup d'immeubles de bureaux et c'est vrai que on parle aussi pour les salariés d'expérience utilisateur, un peu comme on pourrait le faire pour des clients d'un hôtel. Donc évidemment de nombreux services, un aménagement de grande qualité, des espaces communs qui ne sont plus des lieux de passage mais des lieux d'usage, avec des attentes très fortes. Le premier contact que vous avez avec un immeuble, c'est évidemment son hall d'accueil. Il faut que celui-ci soit chaleureux, que ce ne soit pas uniquement qu'un endroit où on s'enregistre et on passe dans les étages. Ça doit être un lieu où on puisse être accueilli, on puisse travailler. Donc l'accueil, un peu comme dans un lobby d'hôtel d'ailleurs, il faut vraiment privilégier les codes de l'hôtellerie aujourd'hui pour satisfaire les exigences des utilisateurs des immeubles de bureaux. Au niveau de l'accueil, mais au niveau des bureaux aussi, j'imagine. Alors évidemment, au niveau des bureaux, les aménagements ne sont pas en reste puisque il faut pouvoir aujourd'hui accueillir des salariés qui sont là pour se réunir, pour réfléchir ensemble. Donc la part belle est faite aux espaces communs, aux salles de réunion de toute taille, en nombre important. Il y a un point sur lequel on insiste beaucoup lorsqu'on donne nos préconisations sur des immeubles de bureaux, c'est de prévoir sur chaque étage des espaces très généreux en ce qui concerne les réunions. On était souvent sur des standards autour de 15%. On demande aujourd'hui à nos investisseurs de prévoir plutôt 20 à 30% d'espace de réunion sur chacun des étages, ce qui a des implications techniques importantes, notamment en termes de renouvellement d'air, mais c'est aujourd'hui la demande des utilisateurs. La flexibilité des espaces de travail, que ce soit en salle de réunion ou en possibilité d'aménagement, est vraiment un des prérequis. Et ça répond, ça, pour revenir sur le télétravail que l'on évoquait aussi tout à l'heure, ça répond à cette demande-là aussi. Comment on aménage les espaces, comment les entreprises peuvent aménager leurs espaces aujourd'hui? Alors oui, et il y a aussi un sujet, alors je sais pas si c'est typiquement français, mais il y a un sujet important qui est la restauration. Ça peut prêter à sourire quand on le dit comme ça, mais aujourd'hui, la qualité des espaces de restauration et la variété offerte aux salariés est un élément moteur pour faire revenir les gens au bureau et pour leur proposer mieux que ce qu'ils ont chez eux. Donc c'est vraiment un des points importants qui est regardé de très près par les directeurs immobiliers, même si ça pourrait prêter à sourire dit comme ça, et c'est une réalité. Donc des espaces de restauration généreux en premier jour avec des espaces extérieurs et la possibilité de pouvoir se restaurer tout au long de la journée avec de multiples choix est un critère très très important. C'est une tendance qui se développe. C'est une tendance on le sent en France, mais ailleurs aussi, justement, ou peut-être ailleurs avant. Alors, je ne pense pas que outre-Manche, les enjeux autour de la restauration soient aussi importants qu'en France. Je pense que c'est un sujet plutôt franco-français, mais c'est une réalité. Et certains directeurs immobiliers aujourd'hui n'hésitent pas à favoriser, notamment sur des jours où il y a assez peu de présence au travail, à organiser des repas améliorés, voire gratuits pour leurs salariés.
Pour revenir sur l'étude que vous avez réalisée, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer des différences de loyer entre Paris, Londres et New York sur la dynamique du marché? Alors, Paris a progressé encore Paris QCR. Les loyers primes ont encore progressé cette année. Un loyer établi à un peu plus de 1100 € du mètre carré. Nos amis londoniens ont suivi à peu près la même progression sur les 3-4 dernières années et le loyer s'établit à 1800 €. Donc, on voit bien qu'on a un parallèle en termes d'augmentation de loyer sur le prime de Londres et le prime de Paris, avec Londres qui caracole en tête. En revanche, pour Manhattan Midtown, avec un taux de vacances de 24%, ça a eu un impact assez direct sur le loyer prime, qui lui est inférieur à Paris, et on est à un peu plus de 1000 € du mètre. Je pense que la correction de loyer faciale a été beaucoup plus importante à New York compte tenu des taux de vacances que ça n'a pu l'être à Paris ou à Londres, puisque le loyer continue d'augmenter. Ça joue sur Paris Intramuros, l'attractivité de Paris Intramuros, ça joue sur le loyer prime justement? Alors oui, vous avez raison. La difficulté des entreprises à trouver des immeubles de bureaux de qualité dans Paris QCA avec un taux de vacances à 2,5% font que ces entreprises regardent des alternatives un petit peu à l'extérieur du QCA, que ce soit sur la rive gauche ou même à l'est du QCA. Et la plus forte progression de loyer constatée ces 10 dernières années sont les arrondissements autour de la place de la République, le 3e, 4e, 10e et 11e arrondissement, qui a vu passer ses loyers de 330 € en 2014 à plus de 850 € du mètre aujourd'hui. Donc c'est la plus forte progression. On voit bien que le QCA s'étend gentiment vers l'est. Il s'étend aussi vers l'ouest, puisque Neuilly a vu ses loyers, Neuilly-sur-Seine a vu ses loyers progresser fortement. Et je pense que ça va continuer dans les années qui viennent, en tous les cas pour Neuilly et pour la frange est du QCA, sans aucun doute. Olivier Topin est directeur France de l'agence bureau et logistique chez Cushman & Wakefield. Nous avons parlé des bureaux, mais quid de la logistique qui a eu le vent en poupe après le Covid et dont le marché locatif a quelque peu été revu à la baisse en 2024. Olivier Topin. Alors, en ce qui concerne le marché locatif de la logistique, c'est pas un peu baissé. Ça a été fortement corrigé puisque le marché, alors évidemment, j'ai pas les chiffres arrêtés à la fin de l'année puisque nous ne sommes que début décembre, mais on devrait citer autour de moins 25, moins 30%, ce qui est un arrêt assez brutal des prises à bail en matière de logistique, clairement. Est-ce que c'était pas justement l'effet, j'allais dire, trop fort d'un coup et ça là où vous avez raison, c'est que comme on se compare souvent d'une année à l'autre, si on regarde un trend un peu plus grand, c'est peut-être qu'un retour à la normale. Mais ça n'empêche que ça a contrarié effectivement sans doute certains développements et certaines attentes. Ceci étant dit, la progression des loyers reste relativement forte. Et quand on se compare à nos voisins du nord de l'Europe, que ce soit l'Allemagne ou les Pays-Bas, on est encore très loin des loyers prime pratiqués là-bas. Donc, pas d'inquiétude à avoir, un petit signal d'alerte quand même. L'immobilier logistique est très connecté avec la consommation des ménages et avec la grande distribution. Et évidemment, les prévisions de croissance sont très très faibles. Je pense que on est en train de vivre une crise économique qui dit pas son nom et une crise politique évidemment qui n'est pas là pour rassurer, et donc voilà, la logistique en a directement pâti. Cette situation économique politique, ça vous inquiète? Oui, je pense que tout le monde est inquiet sur la situation géopolitique et économique est évidemment inquiétante. Les entreprises, pour se développer et pour croire en l'avenir, ont besoin de stabilité. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour revenir sur l'aspect bureau, vous avez évoqué les tendances, donc la restauration, tendance importante ici en France. Le côté espace vert aussi, la revitalisation urbaine est essentielle aujourd'hui. Alors là aussi, vous avez entièrement raison. Quand on parle de loyer prime dans Paris QCA, c'est évidemment très souvent associé à un espace extérieur, donc jardin, rooftop, terrasse. C'est quelque chose qui est vraiment dans le haut du cahier des charges des utilisateurs qui sont prêts à payer des loyers très importants. Je pense que c'est un des grands sujets de l'immobilier d'entreprise. Il faut absolument que aujourd'hui on reverdisse un petit peu toutes ces zones très minérales. La preuve est la dalle de la Défense, qui était jusqu'à présent très minérale, est en train de
De reprendre des couleurs vertes, donc c'est très bien. Maintenant, il y a aussi des contraintes fortes. Remplacer un immeuble de bureau par un parc paysager, c'est aujourd'hui pas encore possible, même dans Paris. Quelles mesures spécifiques peuvent être prises pour encourager la reconversion des immeubles vacants, qui est un expert en la matière? C'est une excellente question. On a un peu plus de 5 millions de mètres carrés immédiatement disponibles en Île-de-France. On est face à une crise du logement qui est très importante. La conversion bureau-logement vient à l'esprit de tout le monde. C'est évidemment beaucoup plus compliqué sur le papier, des contraintes architecturales qui sont très fortes, des coûts liés à la transformation qui sont souvent prohibitifs, et puis une action des municipalités et des pouvoirs publics qui aujourd'hui ne favorise pas cette transformation, mais je pense qu'on va être tous à un moment donné, qu'on le veuille ou non, contraints à réfléchir, et c'est mieux si on le fait tous ensemble et si on l'anticipe. Parce que il y a une part non négligeable d'immeubles de bureaux aujourd'hui en première ou deuxième couronne qui devront demain trouver un autre usage que celui du bureau. C'est une vraie période de transition qu'on est en train de vivre. Oui, je pense que c'est un moment clé de l'immobilier et que dans toute crise, et là je pense qu'on vit une vraie crise de l'offre avec plus de 5 millions de mètres carrés, je le disais précédemment, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier d'entreprise. Il faut que on y voit des opportunités, et ça va peut-être être aussi la chance de revoir et de redéfinir l'architecture urbaine et pour certaines communes un peu délaissées, de retrouver une certaine vitalité en transformant ces îlots de bureaux qui n'ont aujourd'hui plus leur place puisque ils répondent plus aux critères de choix des utilisateurs. Ils en ont conscience, les élus, de cet état de fait? Alors, est-ce qu'il faut encore faire de la pédagogie? Vous savez, on est à 2 ans des élections municipales. C'est pour ça. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est surtout ne pas bouger, ne rien faire. Ce qu'évidemment, on peut entendre, mais je pense que là, il est urgent que chacun prenne ses responsabilités, parce que c'est toujours plus facile et plus intelligent d'anticiper que de subir sous la contrainte. Et je pense pas que, quel que soit le maire et quel que soit son parti politique, une friche tertiaire soit bien vécue par un électorat dans une commune. Pour terminer, Olivier, pour terminer cet entretien, puisqu'on est en fin d'année, quels sont vos objectifs pour 2025 qui arrive? Écoutez, on a connu une progression significative de notre chiffre d'affaires cette année, malgré un contexte économique et de marché assez difficile. On est dans une phase de croissance. On a la chance d'appartenir à un grand groupe mondial qui va nous donner les moyens d'investir et qui souhaite gagner des parts de marché. Donc, l'heure est plutôt au développement et au recrutement. Développement et recrutement, les objectifs de Cushman & Wakefield en 2025. C'est avec cette bonne nouvelle que nous terminons cet entretien, sans oublier de remercier notre invité du jour, Olivier Taupin, directeur France de l'agence bureau et logistique chez Cushman & Wakefield. Sans oublier non plus de vous remercier pour votre fidélité, de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous donner rendez-vous en 2025 avec des surprises et des nouveautés. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.